En 1941, Haïti fait une entrée fracassante dans la Seconde Guerre mondiale, non par le biais de batailles sanglantes ou d'alliances militaires complexes, mais par une simple déclaration de guerre contre l'Allemagne nazie. Tandis que le monde est en proie à un conflit dévastateur, le président haïtien Élie Lescaut prend une décision qui, de prime abord, pourrait sembler absurde. Haïti se joint aux puissances alliées pour combattre l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Cependant, derrière ce geste apparemment symbolique se cache une réalité plus sombre et complexe, révélatrice des ambitions personnelles de Lescaut et des manœuvres politiques visant à renforcer son pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter comment, sous le prétexte de la guerre, Lescaut a consolidé son pouvoir, aligné Haïti sur les intérêts américains et imposé à son peuple une série de mesures qui auront des conséquences même après la fin de la guerre. En septembre 1939, le monde entier entre dans une seconde guerre mondiale. En Haïti, on suit les événements avec inquiétude, même si on se sent éloigné du conflit. Mais un événement va changer la donne. Le matin du 9 décembre 1941, le président haïtien Élie Lescaut et une foule assistaient au théâtre Parisiana, les actualités filmées. Le Parisiana, vous savez, était une belle salle de cinéma et de spectacle à Port-au-Prince. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Les informations étaient projetées comme des films dans une salle de cinéma. C'était d'ailleurs exactement la même chose dans les pays développés, avant l'avènement de la télévision. Donc, au moment où le président s'informe sur les avancées de la guerre, le bruit court que la flotte japonaise a violemment attaqué par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Dès le lendemain, par un décret du 8 décembre 1941, Haïti déclare officiellement la guerre au Japon. 4 jours plus tard, soit le 12 décembre, Haïti déclare la guerre à l'Allemagne. Et le 14 du même mois, Haïti déclare la guerre à l'Italie et à leurs satellites, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie. Cette déclaration de guerre avait provoqué un fou rire chez certains. En Haïti, les blagues et les anecdotes croustillantes concernant cette déclaration de guerre ne manquent pas. On raconte par exemple qu'Hitler, apprenant la nouvelle de la déclaration de guerre d'Haïti, ne parvient pas à situer ce petit pays sur la carte, tellement il était petit, et qu'une mouche posée à l'emplacement où se trouve Haïti, c'est ce qui aurait attiré l'attention du dictateur allemand. On disait aussi qu'Hitler aurait déclaré qu'après la guerre, il ferait d'Haïti une écurie pour ses chevaux. Ces anecdotes improbables traduisent le peu de sérieux que les Haïtiens ont accordé à cette déclaration de guerre. Et on se demandait par quel miracle la flotte aérienne d'Haïti, qui peine à traverser la rivière Massacre, pouvait atteindre Berlin. Mais en réalité, l'effort de guerre haïtien consisterait à envoyer des hommes pour combattre aux côtés des Américains. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président Élie Lescaut dans son message adressé au président américain. Plus concrètement, Haïti a accordé $1 million aux États-Unis pour financer la guerre en plus de l'aide matérielle que le pays leur a fournie. Il faut savoir que la déclaration de guerre en elle-même avait un caractère symbolique fort. Haïti, le pays de Jean-Jacques Dessalines, ne pouvait rester silencieux face à la barbarie nazie. D'ailleurs, à cette époque, Haïti a accueilli de nombreux juifs persécutés qui fuyaient l'Allemagne nazie. Cette histoire est racontée dans le très beau roman de Louis-Philippe d'Alembert intitulé « Avant que les ombres s'effacent », paru en 2017. Élie Lescaut n'avait pas déclaré la guerre à l'Allemagne par conviction ou pour défendre les idéaux nobles de liberté et d'égalité, mais tout simplement par la volonté de s'aligner aux Américains. Qui était Élie Lescaut et comment est-il arrivé au pouvoir? Un rappel historique sur le personnage Élie Lescaut nous permet de mieux comprendre, ses actions, en particulier sa déclaration de guerre à l'axe Allemagne, Japon, Italie. Élie Lescaut est né à Saint-Louis-du-Nord le 9 décembre 1883. Après des études de médecine, il entre en politique. Sous le gouvernement de Sténio Vincent,
Il a occupé des postes de juge d'instruction, de commissaire du gouvernement, de ministre de l'Intérieur, d'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, puis d'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis avant d'être élu sénateur de la République. Pendant son séjour aux États-Unis en tant qu'ambassadeur, Élie Lescaut a tissé des liens étroits avec certains responsables américains, ce qui lui a valu par la suite le soutien du département d'État américain. Il était aussi très proche du dictateur dominicain Rafael Trujillo, l'homme qui a fait massacrer des milliers d'Haïtiens en République dominicaine. Le 15 avril 1941, Élie Lescaut est élu président de la République par l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Dès son élection, il part immédiatement pour Washington, probablement pour recueillir personnellement les instructions des Américains. À son retour en Haïti, le président Sténio Vincent lui remet les rênes du pouvoir le 15 mai 1941. La politique étrangère du nouveau président Élie Lescaut se résume à cette phrase. Il convient de proclamer avec force d'une profession de foi que notre sort est profondément lié au sort des États-Unis d'Amérique. J'entends que notre politique internationale soit le reflet fidèle et sincère de la politique internationale de notre généreux et puissant voisin. Donc, le message est clair. Haïti est prête à se coucher devant la volonté américaine. Voici les premières actions du nouveau président une fois entré en fonction. Il prend des arrêtés pour s'accorder les pleins pouvoirs et nomme ses fils à des postes clés du gouvernement. Il prend un décret pour remplacer les préfets par des délégués départementaux, sorte de représentants civils du chef de l'État. Il met aussi en place des chefs de section, une sorte de police rurale pour mater la population. Il me semble que ces fonctions issues du gouvernement de Lescaut existent encore aujourd'hui en Haïti. Toujours dans le cadre du soutien d'Haïti à l'effort de guerre américain, le gouvernement d'Élie Lescaut a autorisé une société américaine du nom de SHADA, acronyme pour Société haïtiano-américaine de développement agricole, à exploiter le sol haïtien. Cette société haïtiano-américaine n'est haïtienne que de nom. Le gouvernement de Lescaut a permis à cette société d'exploiter et de détruire les ressources agricoles du pays par la plantation et le développement de la culture du caoutchouc. Le gouvernement concède à la SHADA de vastes hectares de terre un peu partout dans le pays pour la plantation de vignes à caoutchouc, cette plante qui produit de grandes quantités de latex servant à la fabrication du caoutchouc. Cela comprend aussi la production de sisal pour fabriquer des cordages navals pour les navires américains. Pire encore, le gouvernement d'Élie Lescaut commet un acte criminel. Je pèse bien mes mots. Lorsqu'il s'engage auprès de la société SHADA d'exproprier les habitants si la société a besoin de leurs terres pour l'exécution de son programme. Le gouvernement a donc exproprié les paysans, détruit les maisons, dévasté leurs champs, coupé les arbres partout où la SHADA s'établissait. À Jérémie, par exemple, près de 1 million d'arbres fruitiers ont été abattus et des maisons rasées pour permettre l'installation de la SHADA. Et c'est ainsi qu'on a commencé à déboiser le pays et affamer les Haïtiens. On nous a toujours raconté que le déboisement est dû uniquement au comportement des paysans qui coupent les arbres pour faire du charbon. Mais en réalité, la SHADA avait aussi bien commencé le travail. Le gouvernement d'Élie Lescaut utilisera la campagne anti-superstition contre le vaudou pour arracher les paysans de leurs terres au profit de la SHADA. Revenons maintenant à la déclaration de guerre du président haïtien à l'axe Berlin-Japon-Italie. Élie Lescaut profite de la situation pour augmenter son pouvoir en s'octroyant le droit de déférer devant les tribunaux militaires tout fait, crime ou délit contre la sûreté de l'État et s'il le juge nécessaire, les crimes et délits de droit commun peuvent aussi déférer devant les tribunaux militaires. Élie Lescaut en roue libre. Il cherche en fait à neutraliser l'opposition politique. Estimant cela insuffisant, le chef de l'État prend le 23 février 1941 un décret afin de suspendre les garanties constitutionnelles pour toute la durée du conflit international. En somme, il fait littéralement ce qu'il veut.
Il fait emprisonner les Allemands et Italiens qui vivaient sur l'île et confisque leurs biens. Leurs entreprises sont liquidées. La plupart d'entre eux étaient des citoyens haïtiens d'origine allemande ou italienne, et cela pour faire plaisir aux Américains. Elie Lescaut obtient du Parlement que le mandat présidentiel soit porté à 7 ans au lieu de 5. Une disposition spéciale du Parlement, prétexte de la situation internationale créée par la guerre, pour octroyer un second mandat à Elie Lescaut sans procédure ni élection. Mais le président n'effectuera pas ce mandat. Il sera contraint à l'exil en janvier 1946. Pour s'assurer de garder le pouvoir le plus longtemps possible, Elie Lescaut demande à l'Assemblée nationale de décider qu'aucune élection n'aurait lieu sur toute l'étendue de la République durant l'actuel conflit international, que les sénateurs élus et les députés resteraient en fonction dans les conditions prévues par la Constitution jusqu'à ce que le peuple soit appelé aux urnes et que le peuple ne serait appelé aux urnes qu'une année après la signature du traité de paix avec toutes les puissances en guerre avec la République d'Haïti. Ainsi, le président verrouille son pouvoir jusqu'à nouvel ordre. Et le peuple, dans tout ça, il n'est pas au courant de ces manœuvres. Même à Washington, on est scandalisé par l'attitude de Lescaut de prétexter la guerre pour garder le pouvoir, tandis que les États-Unis, on va dire qui sont directement impliqués dans la guerre, organisent des élections. En effet, en novembre 1944, en pleine guerre mondiale, les Américains organisent des élections présidentielles opposant le démocrate Franklin Roosevelt et le républicain Thomas Dewey. Vous comprenez maintenant pourquoi la déclaration de guerre d'Elie Lescaut n'était pas motivée par des convictions profondes, ce qui serait noble vu la barbarie nazie, mais par opportunisme. Elie Lescaut ne tolère aucune critique. Il révoque des fonctionnaires qui osent donner un avis, on va dire, non conforme aux visions de son gouvernement. Il déclare par exemple déchu de son mandat législatif un député qu'il prétendait porter atteinte à la souveraineté nationale. Il le remplace par une personne de son choix. Il persécute les journalistes et n'hésite pas à envoyer au cour martial des gens simplement soupçonnés de tramer des complots contre la sûreté de l'État. Pour revenir à la Seconde Guerre mondiale, la capitulation de l'Italie, du Japon et de l'Allemagne ont donné lieu à des célébrations au Champ de Mars par un défilé militaire. En signe de solidarité avec les forces alliées après la capitulation allemande le 8 mai 1945, la journée du 12 mai est déclarée fériée en Haïti par un arrêté présidentiel. La fin de la guerre marque aussi la fin de la lune de miel entre Washington et Elie Lescaut. C'est la douche froide pour le président haïtien qui perd aussi le soutien de la République dominicaine. Critiqué pour sa politique répressive et son programme économique dévastateur appuyant sur la chada pour développer l'agriculture du pays, Elie Lescaut sent la fin s'approcher. Dans ses discours, le président ne met plus l'accent, comme autrefois, sur la nécessité impérieuse de suivre en tout point la politique du généreux et puissant voisin américain. Il invoque désormais le principe de la souveraineté nationale. L'opportunisme de Lescaut n'a pas de limite. Elie Lescaut a aussi créé beaucoup de frustration dans le pays en favorisant l'élite mulâtre au détriment de la majorité noire. En 1945, de jeunes intellectuels, dont Gérald Bloncourt, Théodore Becker et René Despestre, publient un petit journal du nom de La Ruche, dans lequel ils critiquent l'ancien président Sténio Vincent qui a permis l'arrivée au pouvoir de la tyrannie, sans toutefois citer le nom d'Elie Lescaut. Mais l'allusion était claire. Il n'en fallait pas plus pour arrêter les auteurs. Après des interrogations musclées, ils reçoivent l'ordre formel de mettre fin à leur publication. Cette arrestation a provoqué beaucoup d'indignation dans le pays. Bientôt, la jeunesse sort en masse pour manifester contre la dictature. Rejoint par les fonctionnaires, le mouvement s'intensifie. Le 8 janvier,
Dans une déclaration à la radio, le président Lescaut demande aux agitateurs de cesser leurs activités et annonce que des mesures drastiques pour rétablir l'ordre public seront prises. Et il ajoute: la nation est prévenue, le monde entier est averti. Les manifestations s'intensifient et bientôt c'est la grève générale. Les militaires refusent de réprimer les manifestants. C'est le début de la fin pour Lescaut. Le 11 janvier 1946, Élie Lescaut démissionne et prend la route de l'exil. Une junte militaire prend alors la tête du pays. Cette déclaration de guerre d'Haïti à l'Allemagne par le président Lescaut a de toute façon une forte portée symbolique pour le pays. Haïti a apporté une aide concrète et significative à l'effort de guerre compte tenu de ses maigres moyens. Mais l'opportunisme politique du président prêt à tout pour garder le pouvoir a quand même terni ce geste qui aurait pu être un engagement ferme contre le nazisme et une occasion d'unir le peuple vers un idéal commun. Mais au lieu de cela, l'opération s'est en réalité transformée en un outil pour renforcer l'autorité d'un président désireux de s'aligner sur les intérêts américains tout en réprimant les voix dissidentes au sein du pays. Voilà, c'est la fin de cette page d'histoire consacrée à Élie Lescaut et sa déclaration de guerre à l'Allemagne nazie en 1941. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre page d'histoire. Au revoir.